Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Malheur à qui vient rompre les liens tissés par Dieu, soyons toujours enfants du vent et des bruyères, car même loin du pays c'est toujours pour nous deux que le genêt fleurit au nord de l'Angleterre. Chapitre 1. À propos d'une porte. Monsieur Utterson, le notaire, était un homme d'une mine renfrognée, qui ne s'éclairait jamais d'un sourire. Il était d'une conversation froide, chiche et embarrassée, peu porté au sentiment. Et pourtant cet homme grand, maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales, et quand le vin était à son goût, quelque chose d'éminemment bienveillant jaillissait de son regard, quelque chose qui à la vérité ne se faisait jamais jour en paroles, mais qui s'exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d'après-dîner, mais plus fréquemment, et avec plus de force, par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus, et bien qu'il aimât le théâtre, il n'y avait pas mis les pieds depuis 20 ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve, et il s'émerveillait parfois, presque avec envie, de l'intensité de désir réclamée par leur dérèglement, et en dernier ressort, inclinait à les secourir plutôt qu'à les blâmer. « Je penche vers l'hérésie des caïnites », lui arrivait-il de dire pédamment. « Je laisse mes frères aller au diable à leur propre façon. » En vertu de cette originalité, c'était fréquemment son lot d'être la dernière relation avouable et la dernière bonne influence dans la vie d'hommes en voie de perdition. Et à l'égard de cela, aussi longtemps qu'il fréquentait son logis, il ne montrait jamais l'ombre d'une modification dans sa manière d'être. Sans doute que cet héroïsme ne coûtait guère à M. Utterson, car il était aussi peu démonstratif que possible, et ses amitiés même semblaient fondées pareillement sur une bienveillance universelle. C'est une preuve de modestie que de recevoir tout formé des mains du hasard le cercle de ses amitiés. Telle était la méthode du notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté ou ceux qu'il connaissait depuis le plus longtemps. Ces liaisons, comme le lierre, devaient leur croissance au temps et ne réclamaient de leur objet aucune qualité spéciale. De là, sans doute, le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, un vrai londonien honorablement connu. C'était pour la plupart des gens une énigme de se demander quel attrait ces deux-là pouvaient voir l'un dans l'autre, ou quel intérêt commun ils avaient pu se découvrir. Au dire de ceux qui les rencontraient faisant leur promenade dominicale, ils n'échangeaient pas un mot, avaient l'air de s'ennuyer prodigieusement, et accueillaient avec un soulagement visible la rencontre d'un ami. Malgré cela, tous deux faisaient le plus grand cas de ces sorties qu'ils estimaient le plus beau fleuron de chaque semaine, et pour en jouir avec régularité, il leur arrivait non seulement de renoncer à d'autres occasions de plaisir, mais même de rester sourds à l'appel des affaires. Ce fut au cours d'une de ces randonnées que le hasard les conduisit dans une petite rue détournée d'un quartier ouvrier de Londres. C'était ce qui s'appelle une petite rue tranquille, bien qu'elle charriât en semaine un trafic intense. Ses habitants, qui semblaient tous à leur aise, cultivaient à l'envi l'espoir de s'enrichir encore, et étalaient en embellissement le superflu de leurs gains, de sorte que les devantures des boutiques, telles 2 rangées d'accortes marchandes, offraient le long de cette artère un aspect engageant. Même le dimanche, alors qu'elle voilait ses plus florissants appâts et demeurait comparativement vide de circulation, cette rue faisait avec son terne voisinage un contraste brillant, comme un feu dans une forêt, et par ses volets repeints de frais, ses cuivres bien fourbis, sa propreté générale et son air de gaieté, elle attirait et charmait aussitôt le regard du passant. À 2 portes d'un coin, sur la gauche en allant vers l'est, l'entrée d'une cour interrompait l'alignement, et à cet endroit même, la masse rébarbative d'un bâtiment projetait en saillie son pignon sur la rue. Haut d'1 étage, sans fenêtre, il n'offrait rien qu'une porte au rez-de-chaussée, et à l'étage, la façade aveugle d'un mur décrépit. Il présentait dans tous ses détails les symptômes d'une négligence sordide et prolongée. La porte, dépourvue de sonnette ou de heurtoir, était écaillée et décolorée.
Les vagabonds gîtaient dans l'embrasure et frottaient des allumettes sur les panneaux. Les enfants tenaient boutique sur le seuil. Un écolier avait essayé son canif sur les moulures. Et depuis près d'une génération, personne n'était venu chasser ces indiscrets visiteurs, ni réparer leurs déprédations. M. Enfield et le notaire passaient de l'autre côté de la petite rue. Mais quand ils arrivèrent à hauteur de l'entrée, le premier leva sa canne et la désigna. « Avez-vous déjà remarqué cette porte ?» demanda-t-il, et quand son compagnon lui eut répondu par l'affirmative, « Elle se rattache dans mon souvenir, ajouta-t-il, à une très singulière histoire. »« Vraiment ?» fit M. Utterson, d'une voix légèrement altérée. « Et quelle était-elle ?»« Eh bien, voici la chose, répliqua M. Enfield. C'était vers 3 heures du matin, par une sombre nuit d'hiver. Je m'en retournais chez moi d'un endroit au bout du monde, et mon chemin traversait une partie de la ville où l'on ne rencontrait absolument que des réverbères. Les rues se succédaient et tout le monde dormait. Les rues se succédaient, toutes illuminées comme pour une procession, et toutes aussi désertes qu'une église. Si bien que finalement j'en arrivais à cet état d'esprit du monsieur qui dresse l'oreille de plus en plus et commence d'aspirer à l'apparition d'un agent de police. Tout à coup je vis 2 silhouettes. D'une part, un petit homme qui d'un bon pas trottinait vers l'est, et de l'autre une fillette de peut-être 8 ou 10 ans qui s'en venait par une rue transversale en courant de toutes ses forces. Eh bien, monsieur, arrivés au coin, tous deux se jetèrent l'un contre l'autre, ce qui était assez naturel, mais ensuite advint l'horrible de la chose, car l'homme foula froidement aux pieds le corps de la fillette et s'éloigna, la laissant sur le pavé, hurlante. Cela n'a l'air de rien à entendre raconter, mais c'était diabolique à voir. Ce n'était plus un homme que j'avais devant moi, c'était je ne sais quel monstre satanique et impitoyable. J'appelai à l'aide, me mis à courir, saisis au collet notre citoyen et le ramenai auprès de la fillette hurlante qu'entourait déjà un petit rassemblement. Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard si atroce que je me sentis inondé d'une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents même de la petite, et presque aussitôt on vit paraître le docteur chez qui elle avait été envoyée. En somme, la fillette, au dire du morticole, avait eu plus de peur que de mal, et on eût pu croire que les choses en resteraient là. Mais il se produisit un phénomène singulier. J'avais pris en aversion à première vue notre citoyen. Les parents de la petite aussi, comme il était trop naturel. Mais ce qui me frappa, ce fut la conduite du docteur. C'était le classique praticien routinier, d'âge et de caractère indéterminé, doué d'un fort accent d'Édimbourg et sentimental à peu près autant qu'une cornemuse. Eh bien, monsieur, il en fut de lui comme de nous autres tous. À chaque fois qu'il jetait les yeux sur mon prisonnier, je voyais le morticole se crisper et pâlir d'une envie de le tuer. Je devinais sa pensée, de même qu'il devina la mienne, et comme on ne tue pas ainsi les gens, nous fîmes ce qui en approchait le plus. Nous déclarâmes à l'individu qu'il ne dépendait que de nous de provoquer, avec cet accident, un scandale tel que son nom serait abominé d'un bout à l'autre de Londres. S'il avait des amis ou de la réputation, nous nous chargions de les lui faire perdre. Et pendant tout le temps que nous fûmes à le retourner sur le grill, nous avions fort à faire pour écarter de lui les femmes, qui étaient comme des harpies en fureur. Jamais je n'ai vu pareille réunion de faces haineuses. Au milieu d'elle se tenait l'individu, affectant un sang-froid sinistre et ricaneur. Il avait peur aussi, je le voyais bien, mais il montrait bonne contenance, monsieur, comme un véritable démon. Il nous dit « Si vous tenez à faire un drame de cet incident, je suis évidemment à votre merci. Tout gentleman ne demande qu'à éviter le scandale. Fixez votre chiffre. » Eh bien, nous le taxâmes à 100 livres, destinées aux parents de la fillette. D'évidence, il était tenté de se rebiffer, mais nous avions tous un air qui promettait du vilain, et il finit par céder. Il lui fallut alors se procurer l'argent. Et où croyez-vous qu'il nous conduisit ? Tout simplement à cet endroit où il y a la porte. Il tira de sa poche une clé, entra, et revint bientôt muni de quelques 10 livres en or et d'un chèque pour le surplus, sur la banque Coutts, libellé, payable au porteur et signé d'un nom que je ne puis vous dire,
bien qu'il constitue l'un des points essentiels de mon histoire. Mais c'était un nom honorablement connu et souvent imprimé. Le chiffre était salé, mais la signature valait pour plus que cela, à condition toutefois qu'elle fût authentique. Je pris la liberté de faire observer à notre citoyen que tout son procédé me paraissait peu vraisemblable, et que dans la vie réelle, on ne pénètre pas à 4 heures du matin par une porte de cave pour en ressortir avec un chèque d'autrui valant près de 100 livres. Mais d'un ton tout à fait dégagé et railleur, il me répondit « Soyez sans crainte, je ne vous quitterai pas jusqu'à l'ouverture de la banque et je toucherai le chèque moi-même. » Nous nous en allâmes donc tous, le docteur, le père de l'enfant, notre homme et moi, passer le reste de la nuit dans mon appartement. Et le matin venu, après avoir déjeuné, nous nous rendîmes en chœur à la banque. Je présentai le chèque moi-même en disant que j'avais toute raison de le croire faux. Pas du tout. Le chèque était régulier. M. Utterson émit un clappement de langue désapprobateur. « Je vois que vous pensez comme moi, reprit M. Enfield. Et oui, c'est une fâcheuse histoire, car notre homme était un individu avec qui nul ne voudrait avoir rien de commun, un vraiment sinistre individu, et la personne, au contraire, qui tira le chèque est la fleur même des convenances, une célébrité en outre, et qui pisait, l'un de ces citoyens qui font, comme ils disent, le bien. Chantage, je suppose, un honnête homme qui paye sans y regarder pour quelque fredaine de jeunesse. Quoique cette hypothèse même, voyez-vous, soit loin de tout expliquer, ajouta-t-il. Et sur ces mots, il tomba dans une profonde rêverie. Il en fut tiré par M. Utterson qui lui demandait assez brusquement « Et vous ne savez pas si le tireur du chèque habite là ?» « Un endroit bien approprié, n'est-ce pas ?» répliqua M. Enfield, « mais j'ai eu l'occasion de noter son adresse. Il habite sur une place quelconque. »« Et vous n'avez jamais pris de renseignements ?»« Sur cet endroit où il y a la porte, » reprit M. Utterson. « Non, monsieur, j'ai eu un scrupule. Je répugne beaucoup à poser des questions. C'est là un genre qui rappelle trop le jour du jugement. On lance une question et c'est comme si on lançait une pierre. On est tranquillement assis au haut d'une montagne et la pierre déroule qui en entraîne d'autres. Et pour finir, un sympathique vieillard, le dernier auquel on aurait pensé, reçoit l'avalanche sur le crâne au beau milieu de son jardin privé et ses parents n'ont plus qu'à changer de nom. Non, monsieur, je m'en suis fait une règle. Plus une histoire sans le louche, moins je m'informe. Une très bonne règle, en effet, répliqua le notaire. Mais j'ai examiné l'endroit par moi-même, continua M. Enfield. On dirait à peine une habitation. Il n'y a pas d'autre porte, et personne n'entre ni ne sort par celle-ci, sauf, à de longs intervalles, le citoyen de mon aventure. Il y a 3 fenêtres donnant sur la cour au premier étage, et pas une au rez-de-chaussée. Jamais ces fenêtres ne s'ouvrent, mais leurs carreaux sont nettoyés. Et puis il y a une cheminée qui fume en général, donc quelqu'un doit habiter là. Et encore, ce n'est pas absolument certain, car les immeubles s'enchevêtrent si bien autour de cette cour qu'il est difficile de dire où l'un finit et où l'autre commence. Les 2 amis firent de nouveau quelques pas en silence, puis « Enfield, » déclara M. Utterson, « c'est une bonne règle que vous avez adoptée. »« Je le crois en effet, » répliqua Enfield. « Mais malgré cela, poursuivit le notaire, il y a une chose que je veux vous demander. C'est le nom de l'homme qui a foulé aux pieds l'enfant. »« Ma foi, répondit Enfield, je ne vois pas quel mal cela pourrait faire de vous le dire. Cet homme se nommait Hyde, fit M. Utterson. Et quel est son aspect physique? Il n'est pas facile à décrire. Il y a dans son extérieur quelque chose de faux, quelque chose de désagréable, d'absolument odieux. Je n'ai jamais vu personne qui me fût aussi antipathique, et cependant, je sais à peine pourquoi. Il doit être contrefait de quelque part. Il donne tout à fait l'impression d'avoir une difformité, mais je n'en saurais préciser le siège. Cet homme a un air extraordinaire, et malgré cela, je ne peux réellement indiquer en lui quelque chose qui sorte de la normale. Non, monsieur, j'y renonce. Je suis incapable de le décrire, et ce n'est pas faute de mémoire, car en vérité, je me le représente comme s'il était là. M. Utterson fit de nouveau quelques pas en silence, et visiblement sous le poids d'une préoccupation. Il demanda enfin « Vous êtes sûr qu'il s'est servi d'une clé ?»« Mon cher monsieur, » commença Enfield au comble de la surprise. « Oui, je sais, dit Utterson, je sais que ma question doit vous sembler bizarre, mais de fait, si je ne vous demande pas le nom de l'autre personnage, c'est parce que je le connais déjà.
Votre histoire, croyez-le bien, Richard, est allée à bonne adresse. Si vous avez été inexact en quelques détails, vous ferez mieux de le rectifier. Il me semble que vous auriez pu me prévenir, répliqua l'autre avec une pointe d'humeur. Mais j'ai été d'une exactitude pédantesque, comme vous dites. L'individu avait une clé, et qui plus est, il l'a encore. Je l'ai vu s'en servir il n'y a pas 8 jours. M. Utterson poussa un profond soupir, mais s'abstint de tout commentaire, et bientôt son cadet reprit. Voilà une nouvelle leçon qui m'apprendra à me taire. Je rougis d'avoir eu la langue si longue. Convenons, voulez-vous, de ne plus jamais reparler de cette histoire. Bien volontiers, reprit le notaire. Voici ma main, Richard, c'est promis.